ici pour justement nous parler donc de votre projet, de ce que vous y faites et dans quel but. Moi, j'aimerais d'abord savoir, en quoi consiste, ce projet que vous faites, au collège? On filme des gens de l'établissement et des gens d'extérieur. Bonjour Marianne, Bonjour. pouvez vous présenter et nous dire qu'est-ce que vous faites ici? Vous les filmez, mais ils disent rien, On les interviewe. et les questionnaires, les questions que vous leur posez, c'est vous-même qui les avez fait? Oui. Au début, quand même, on a eu un peu de trac quand même. Tu as réussi à t'en libérer? Oui. Mais comment? En parlant. Est-ce que tes parents sont inquiets à ton entrée en sixième? Non, Oui. non, c'est pas grave. Quelles sont les différences avec le CM2? On change toutes les heures. Ouais, Parce qu'on change toutes les heures Ouais. et puis il y a beaucoup de... on peut pas le goûter le matin. Qu'est-ce qui est dommage, c'est on peut pas jouer au foot. Il y a des gens Ouais, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas jouer au foot, on peut pas jouer au basket, on peut pas jouer... On peut pas aller loin dans l'herbe. As-tu peur des troisièmes? Pourquoi aviez-vous peur des autres élèves? Parce qu'ils balayent. Parce qu'ils nous tapent. Non, j'ai pas peur d'eux. Qu'est-ce qu'il faudrait changer au collège pour que l'accueil des sixièmes se passe bien? Les heures de colle. Les heures d'école, ouais. Ouais. Les heures d'école. Ouais. Et les mots dans le carnet. Ouais. Est-ce que ça se passe bien avec les élèves? Ça dépend. Mais je peux effectivement qu'il y ait des prises de bec, on va dire ça, avec certains élèves, parce qu'ils ne respecteront pas la règle, ou parce qu'ils ne respecteront pas les lois, ou parce qu'ils ne respecteront pas leurs camarades. Vous vous rappelez les trois règles d'or que je donne aux élèves du collège. C'est le respect en toute première règle. Le deuxième, c'est la non-violence. Et la troisième, c'est le travail de qualité. Voilà. À partir du moment où ces règles-là sont respectées, quasiment tout va bien, à part quelques petites particularités. Si elles ne sont pas respectées, forcément, les élèves me trouveront sur leur passage, ça c'est sûr. Et c'est à nous, adultes, effectivement, de leur dire non, là, ça ne va pas. De quels moyens vous disposez pas? Alors il y a les carnets, il y a plein de moyens administratifs au collège pour faire respecter l'autorité, mais les carnets ou les sanctions. Un prof doit-il être sévère? Ah, qu'est-ce que tu appelles sévère? Méchant. Il faut que le prof ait une autorité, quoi, qu'il ne se laisse pas déborder, quoi. Alors la sévérité, ça dépend, il faut poser des règles dès le début de l'année, et de temps en temps rappeler les règles, mais les règles se discutent avec les élèves, se négocient, c'est une forme de contrat, quoi. Mais sévère, c'est pas forcément méchant, hein. Je préfère la notion de juste, un prof juste, quoi. Qu'est-ce que ça vous apporte de plus de punir un élève? On peut y voir un constat d'échec. Sanctionner un élève, c'est qu'au départ, le contrat qu'on a passé avec lui
n'a pas été correctement compris. Maintenant, il y a deux choses. Soit on ne le fait pas, et dans ce cas-là, l'élève va s'ancrer dans son mauvais comportement ou dans un comportement qui n'est pas propice à l'acquisition de connaissances. Ça, c'est une mauvaise chose. Soit on le sanctionne trop, et l'élève va se dire, ben mince, je suis un bouc émissaire, c'est moi la tête de Turc, et ainsi de suite. Ce ne serait pas non plus une bonne chose. On est obligé de poser des règles, de poser des limites, donc forcément, ça embête. Moi, j'ai souvent remarqué qu'au début, les adolescents ne m'aimaient pas. Voilà. Parce que je les embêtais, j'étais trop strict sur les règles, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et je me suis aperçu qu'au bout de 2-3 mois, en général, ils m'aimaient bien. Pourquoi il y a autant de règles? Pourquoi il y a autant de règles? Ça, c'est une bonne question. Eh bien, parce qu'on est nombreux dans l'établissement et il faut que ces règles soient bien précises pour que personne ne dérape. Pour bien vivre ensemble, il faut bien se respecter. Pourquoi parfois les élèves n'obéissent pas? Pourquoi parfois les élèves n'obéissent pas? Je pense que parce que dans leur tête, des fois, c'est pas très clair pourquoi est-ce qu'ils doivent obéir. La notion de respect, certains élèves ne l'ont pas forcément en arrivant. Alors, je remets pas en cause l'éducation des parents. Je dis simplement que certains élèves ont du mal à adapter les principes inculqués par les parents dans la vie de tous les jours en dehors de la famille. Donc nous, on est là pour les recadrer un peu par rapport à ça et pour les aider à appliquer ce qu'ils ont appris dans leur famille et pour qu'ils le fassent vraiment même en dehors. C'est un peu une insertion à la vie de tous les jours pour même après, pour les aider dans leur vie. Savoir quoi faire de ma vie est pour moi trop embêtant. Étudier m'a embêté, taffer m'a hébété, je ne suis pas bête et j'ai des talents. Mais rien ne marche, mes talons ne rentrent dans aucune chaussure de salon. Je ne suis pas conforme, je n'ai pas de cocon conforme, je ne suis pas ce con conforme, juste un con formel. Je sais, faudrait que j'adhère à tout ce conformisme, mais en voyant tout ce que le confort mise pour être accepté, moi, je me sens excédé. Quelle qualité faut-il avoir selon vous pour être un bon prof? Pour être un bon prof, bon, bien sûr, il faut maîtriser ce qu'on a enseigné, mais surtout, il faut être à l'écoute des élèves, quoi. Et surtout s'adapter. C'est un métier où il faut s'adapter. Tous les groupes, même au niveau de l'IUFM, quand on a un nouveau groupe, on ne sait jamais comment ça va se passer. Donc à chaque fois, on ne peut pas refaire toujours la même chose, il faut adapter son enseignement à la réalité des élèves. Êtes-vous un bon éducateur? J'essaye de l'être, en tout cas. Ce qui est certain, c'est que on ne peut pas plaire à tout le monde, donc j'ai pas la prétention d'être bon avec tout le monde, c'est-à-dire que moi, ce que je suis, ma personnalité ou ma façon d'être ou ma façon de travailler va peut-être convenir à certains jeunes et à certains adultes, et puis pas forcément avec d'autres. Pourquoi avez-vous eu l'idée de devenir professeur? Ça, c'est un petit peu compliqué comme question, parce que est-ce qu'on a vraiment l'idée? Je pense que c'est en nous. Je veux dire, on a vraiment envie de transmettre un savoir, de transmettre des choses. Déjà, il faut aussi aimer les enfants, les élèves, hein, c'est sûr. Il faut aimer être en contact. Et ça, c'est ce que j'aime. Est-ce que sincèrement votre métier vous plaît? Oui et non. Pourquoi? C'est-à-dire que oui, c'est toujours intéressant effectivement d'avoir un public jeune, de pouvoir lui transmettre quelque chose. Non, d'un côté, parce qu'il y a toujours une frustration entre ce qu'on voudrait faire et ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'il y a toujours un décalage entre ce que l'on prévoit, ce qu'on pense être nécessaire pour les élèves, et puis malheureusement, il s'avère que compte tenu du niveau d'entrée dans une classe, par exemple, ou de la volonté des élèves, parfois, on n'atteint pas les objectifs qu'on s'est fixés, et ça, c'est vrai que c'est toujours un peu décevant, se dire en fin d'année, mince, tel élève n'a pas suffisamment progressé. Ça, c'est un peu décevant. Est-ce que vous rencontrez tous les élèves du collège? Alors, tous les élèves du collège, non, parce que je crois que dans le collège, vous êtes un peu plus de 200, donc... Sachant que généralement, quand je vois les élèves, c'est à peu près une demi-heure, donc ça ferait déjà rien que 100 heures d'entretien, donc non, ça irait pas. Non, je vois surtout les élèves qui sont concernés par l'orientation, donc beaucoup les 3e, quelques 4e, et puis quelquefois des 6e, quelquefois quelques 5e. Moi, j'ai un contrat avec le collège, par exemple, qui me lie, je crois que c'est 300 heures en fait à l'année. Donc je dois faire 300 heures ici. Alors 300 heures, quand on regarde de près, c'est pas tant que ça, enfin. Donc c'est vrai que
si on pouvait être davantage présent, ce serait encore mieux. Vous est-il déjà arrivé d'être en désaccord total avec une équipe de professeurs? Oui, ça peut arriver. Oui, si, c'est vrai que des fois, ça peut arriver. On n'a pas forcément le même avis, effectivement, sur un élève. Mais bon, c'est normal, parce que, je veux dire, eux, ils ont un élève plusieurs heures dans la semaine, toute l'année. Donc, bon, ils ont forcément... on le connaît pas sous le même... on le connaît pas de la même façon. On fait tous la liaison entre le collège et le quartier. On a les mêmes profs, mais on n'a pas les mêmes yeux. On rêve tous de gagner au loto, mais on est tous dans le même bateau. T'es comme une pâte à gâteau, à l'école, il y a des niveaux. Racontez-nous, quel est le seul lien qui nous tient vivants? Les principales difficultés que je rencontre, c'est plus au niveau de l'écoute. Les élèves sont très bavards. Ça bavarde tout le temps. Et j'ai la sensation de ne pas être écoutée. C'est juste une sensation. Parce que quand je fais un devoir, je m'aperçois qu'en fait, j'ai été écoutée. Donc là, c'est la difficulté que moi je trouve. J'ai du mal à me situer par rapport à ça. Vous trouvez ça gênant? Moi, ça me gêne, oui. Le bavardage me gêne. Un élève, si on le considère comme individu, malheureusement, il n'est pas seul dans une classe. Ce qui veut dire que lorsqu'il a un mauvais comportement, il se pénalise, lui, c'est certain, mais il pénalise aussi ceux qui sont avec lui dans la classe. Et lorsque vous êtes professeur dans une classe, il faut penser à tout ça. C'est-à-dire à la fois penser à l'élève qui se comporte mal, et à la fois aussi se dire que si lui se comporte mal, ça veut dire que les autres qui sont dans la classe ne vont pas pouvoir travailler correctement. Qu'est-ce qui vous plaît le moins dans votre métier? Ce qui me plaît le moins, je dirais que ce sont, je pense surtout les confrontations qui se passent mal, ou voir certains élèves qui ne s'en sortent pas malgré tous les efforts qu'on pourrait déployer autour d'eux. Quand vous dites les efforts que vous déployez autour d'eux, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a certains élèves qui sont peut-être en échec scolaire ou en difficulté par rapport aux autres, par rapport aux relations qu'ils pourraient avoir avec eux. Nous, on fait tout pour essayer de les insérer parmi les autres élèves pour qu'ils se sentent bien. Donc, on discute avec eux, on essaye de parler avec les autres élèves, on essaye d'avoir une relation avec l'élève pour améliorer d'une part ses notes et d'autre part les relations qu'il pourrait avoir aux autres. Et donc, c'est pas forcément quelque chose qu'on arrive à faire avec eux. Et donc, des fois, on arrive à des échecs. L'élève, peu importe la manière qu'on a de l'approcher, il est fermé à toute communication et il va se fermer à tout le monde. Et pour moi, ça serait un échec quelque part. Selon vous, quel est le véritable problème? Dans notre établissement ou dans l'éducation nationale? Dans les établissements. Dans les établissements. Dans les établissements. Eh bien, le véritable problème, déjà le goût de l'effort, ça c'est quelque chose que la jeunesse ne connaît pas bien. Et puis j'ai parlé de respect, je crois que c'est vraiment un mal de la société. On ne sait plus vraiment se respecter, on ne sait plus apprendre à se connaître. Et forcément à l'école, ça se ressent. Ce qu'on vit dans la société se ressent à l'école. Existe-t-il des phénomènes de violence Où ça? dans les écoles? Je pense que oui, je pense que ça même vous pouvez peut-être le savoir mieux que moi parce que vous êtes à l'école et moi plus. Vous trouvez qu'il y a des phénomènes de violence au collège? Pas énormément, mais il y en a, oui. Ouais. Je crois que les collèges, l'école, c'est... Contrairement parfois à ce qu'on peut penser, c'est pas un endroit protégé de la société. Parfois, on voudrait croire qu'une fois qu'on passe les portes de l'école, eh bien, toutes les difficultés qui sont à l'extérieur, on ne les retrouve pas à l'intérieur. Ouais. C'est d'ailleurs quelque chose qui serait souhaitable, de faire en sorte que les enfants, les collégiens, les adolescents, quand ils arrivent, ils laissent leurs soucis extérieurs à l'extérieur. Mais on sait bien que c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Qu'est-ce qui vous met en colère dans une classe? Ce qui me met en colère? Voilà. Écoute, tu me poses une colle parce que je me mets rarement en colère, moi. Voilà, j'arrive pas à me mettre en colère. J'essaye toujours de trouver une solution, je prends le temps de réfléchir. Ce qui peut me mettre en colère, c'est quand peut-être deux élèves se battent entre eux. Là, ça peut peut-être me mettre en colère. Parce que ça n'a rien à faire dans
dans la classe. C'est des règlements qui peuvent se faire en dehors. Est-ce que vous pensez qu'un serein peut aider un élève à se tenir mieux au collège? Ah oui, tout à fait. Je pense que c'est sa fonction principale. Il est là pour encadrer l'élève, pour l'aider à travailler en dehors des cours, l'aider à se tenir mieux, oui, comme tu dis. Donc, au niveau du comportement, s'améliorer, être là pour communiquer et discuter avec lui. Vous avez déjà eu des problèmes avec des élèves? Comment ça s'est passé? Alors ça dépend. Ça peut être la grosse crise où malheureusement on est obligé d'en arriver aux mains pour maîtriser l'élève et puis le calmer. Ça se peut, effectivement, de devoir calmer un élève, oui, très sérieusement. Devoir même me faire aider d'autres collègues, parce que, comme je vous dis, il y a crise. Donc, pour pas que l'élève se fasse mal ou que nous, on soit nous-mêmes blessés, on est obligé de faire intervenir d'autres personnes. Après, effectivement, d'une manière générale, ça se passe relativement bien. D'une manière générale. Mais il y a des moments, effectivement, où c'est très tendu. Oui, ça c'est sûr. Et après, généralement, les élèves reviennent, on en rediscute, après le moment de crise. Lorsqu'il y a une accalmie, pour en revenir dessus, puis voilà, essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise surtout pas. Vous êtes-il déjà arrivé d'avoir peur? Au collège? Oui. Non, jamais d'avoir peur au collège, mais de me demander ce qu'il fallait que je fasse dans cette situation, oui. D'avoir peur, non. Bon, des fois, dans les bagarres, quand il faut intervenir, ouais, j'ai peur d'en prendre une, mais sinon, non, jamais vraiment peur. Comment faites-vous pour vous faire obéir? Eh ben, on apprend tous les jours à... C'est plus, on apprend quotidiennement comment se faire obéir. Moi, au début, je croyais que c'était en criant. Et en travaillant ici, je me suis rendu compte qu'en fait, crier ne servait à rien. C'est plus... parfois, c'est en raisonnant les enfants. Et sinon, ça dépend. Chaque enfant a sa façon particulière de comprendre. Est-ce qu'ils sont bien entraînés à être profs? Dans le système actuel, pas vraiment, puisqu'ils ont... quelques stages de pratique accompagnée, c'est-à-dire ils sont chez des maîtres, donc ils observent, puis après ils essaient de prendre la classe, et ensuite ils ont des stages en responsabilité simplement de 2 semaines. Donc c'est pas en 2 semaines tout seul qu'on apprend le métier, quoi. Bonjour, je m'appelle Brennan Tarstein, ici c'est mon collège, Club de Lorrain. Ici il y a la perle, le préau derrière moi. Les classes au-dessus. Ici, c'est la cantine. En bas, c'est le secrétariat. Ici, c'est notre... comment dire ça? Récré. Bon, Un élève en décrochage scolaire, c'est un élève qui peut-être ne trouve plus sa place dans sa classe, qui n'arrive plus à suivre un cours, plusieurs cours, qui n'arrive peut-être plus, lorsqu'il rentre chez lui, à faire ses devoirs, à comprendre ce qu'on lui a demandé. Ou aussi, ça peut être un élève dont la vie de tous les jours, la vie de famille, est tellement difficile, tellement compliquée, que l'école finit par passer au 2e ou au 3e plan. C'est pas forcément des mauvais élèves, c'est parfois même de très bons élèves, mais la vie autour d'eux fait que, il y a un moment quelque chose qui fonctionne plus comme ça devrait, et ils décrochent. C'est le terme maintenant qu'on utilise souvent pour les qualifier. Est-ce qu'un jeune en difficulté au collège l'est aussi à la clairière? Alors, un jeune en difficulté au collège par rapport aux résultats scolaires, à ce que l'école attend de lui, oui, ça peut arriver qu'il soit au collège, et moins, par exemple, à la carrière, parce que on va peut-être pouvoir proposer des choses différentes de l'école, notamment au travers des chantiers qu'on peut mener avec les jeunes, avec des contreparties, où là, les jeunes vont pouvoir peut-être... montrer des compétences qui ne sont pas ressorties, par exemple, au collège, dans les matières classiques, mais dans le travail du bois, par exemple, ou d'autres choses, dans la relation d'aide à la personne ou d'autres thématiques. On va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de compétences. On est complémentaires, je pense, avec l'école. On fait pas mieux, il n'y en a pas un qui fait mieux ou moins bien que l'autre, c'est vraiment 2 choses différentes, mais complémentaires.
Il y a peut-être un cadre un peu plus souple, une variété dans les actions qu'on peut proposer plus large. Peut-être aussi le fait de travailler avec la famille en général, ça peut permettre d'aborder d'autres situations. Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment une complémentarité entre tous les acteurs qui est recherchée à chaque fois pour accompagner au mieux les jeunes et d'une manière générale les habitants du territoire. Et qu'est-ce que cela vous apporte de plus de rencontrer les parents? Il faut imaginer que la formation d'un élève, c'est pas simplement un élève, c'est pas une noix. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qu'on gave. Dans la formation de l'élève, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord la partie de la matière que l'on va enseigner, c'est sûr, mais il y a tout le reste. La scolarité au collège, certains élèves pourraient la faire en même pas 1 an. Ils ont le niveau intellectuel et ainsi de suite, et ils pourraient acquérir toutes les connaissances en ne serait-ce qu'1 an. Or, à côté de ça, il y a tout le reste. Il y a l'acquisition de la maturité, et tout ça, ça se construit, mais pas uniquement avec l'élève et le professeur, non, ça doit se faire en lien avec la famille, puisque l'élève est surtout et d'abord un enfant, et ceux qui peuvent en parler le mieux, ce sont leurs parents. Pour vous, ça sert à quoi l'école? L'école, ça sert à devenir un citoyen, d'abord, parce que l'école, c'est l'endroit où il n'y a pas de différence entre les élèves, d'où qu'ils viennent, quelle que soit l'origine de leur famille, quels que soient les revenus de la famille. À l'école, on doit être toutes et tous à égalité. On apprend toutes et tous la même chose. C'est pour ça que l'école, c'est certainement le bien le plus précieux de la société, surtout dans une république comme la France, parce que ça permet à chaque élève, quel que soit ce qu'il sait au départ, d'en apprendre autant que son voisin et d'avoir la même possibilité de réussir. L'école, ça sert aussi à peut-être apprendre un métier plus tard qui servira à travailler en fonction de ce qui vous plaît, de ce qui nous plaît en tant que citoyen, en tant qu'individu. On va vers ce qui nous intéresse. Au collège, on est encore tous ensemble. Puis après, quand on sort du collège, on va déjà commencer à choisir en fonction de ce qui nous plaît plus. Et vous, qu'est-ce qui vous plaît plus? Comment ça? À l'école. Histoire géo. Et ben voilà, par exemple. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on aime bien l'histoire géo? On devient prof. Par exemple. Malheureusement, je peux pas. Pas pourquoi? Parce que la SECPA n'offre pas ces possibilités. Bah oui, mais la SECPA, c'est pas forcément... Quand on aime l'histoire géo, on peut être en SECPA et puis on peut retourner après peut-être dans le cursus classique. Quel est le rapport avec ce qu'on apprend à l'école et le travail après l'école? Les maths, par exemple. Je me suis longtemps posé cette question-là. Mais ce qu'on va vous apprendre, il n'y a pas forcément un rapport entre votre métier futur et l'école. L'école, on vise effectivement un niveau de qualification, on vise un diplôme, d'accord? On va viser effectivement des savoirs qui doivent être acquis, surtout au collège. Au collège, c'est vraiment... tout le monde va au collège et c'est vraiment généraliste. Après, quand vous irez au lycée, vous allez commencer à vous spécialiser. Pour ce qui est des apprentissages, effectivement, moi, il y a des choses que j'ai étudiées, et notamment en mathématiques, que j'ai jamais réutilisées. Jamais. Mais par contre, c'est une validation. Voilà. Ça, je sais le faire. Donc, il n'y a pas forcément de rapport entre le métier, plus tard, le métier à l'avenir, et puis ce que vous apprenez à l'école. Mais en attendant, c'est indispensable pour pouvoir décrocher votre diplôme. Parce qu'on va s'appuyer sur ça. L'école t'a-t-il aidé à réussir dans le parcours professionnel? Oui, bien sûr. Parce que l'école, c'est ce qui te permet d'avoir... c'est ce qui permet de remplir ta valise. Ta valise, tu la remplis tous les jours. Parce qu'en étant ouvert d'esprit et curieux, tu apprends beaucoup de choses. L'école, on va dire, c'est une partie certes théorique
qui ne s'applique pas forcément dans le domaine du professionnel, mais ça reste quand même une base. Quand tu n'as pas de base, tu ne peux pas construire ton édifice. Ça m'a trop énervée, donc je suis restée à rêvasser assise sur le banc. Le matin au collège, je suis ce jeune dissipé qui anticipe les heures de colle et qui crie « Je veux participer ». Madame, madame, s'il vous plaît, j'ai trouvé quoi ? Je dois vous laisser et je vous dis à demain. Voilà, merci. De rien, ciao. Au revoir.